J'accueille Monsieur Christophe Marquez, donc, qui est économiste du cabinet Asterès et qui a travaillé avec Monsieur Nicolas Bouzou sur un rapport de la fondation Fondapol sur éradiquer l'hépatite C en France, quelle stratégie publique. Donc c'est un rapport qui est très récent, qui date du mois de janvier. Pascal interviendra aussi pour SOS Hépatite. Donc là, on touche une question qui est délicate. Hein. On a vu dès le début du forum hier, on a parlé rapidement du prix, hein, notamment du prix des traitements. Et c'est vrai qu'au niveau associatif, on voit que cette question, en gros, d'économie de la santé, du coût des traitements, du coût de la prise en charge, c'est plutôt récent. Donc on a un véritable travail d'appropriation et de prise de connaissance à entreprendre. Donc c'est l'objectif de cette discussion. Donc on va enclencher la discussion. L'idée c'est de revenir déjà sur la stratégie qui est posée aujourd'hui sur le traitement de l'hépatite C, à savoir notamment le fait, on en a parlé largement. Et il y a eu beaucoup de réactions, notamment de personnes concernées, sur la stratégie actuellement de dépister, de traiter tard, hein, qui a été lancée, puisqu'on traite au stade F3, F4. Donc il y a beaucoup de revendications et puis beaucoup de remous à ce niveau-là. Donc on va revenir sur cette stratégie en vous demandant déjà, Pascal et Christophe, votre avis sur la stratégie actuelle telle qu'elle a été développée. Et puis après, je pense que dans la discussion, je pense qu'on touchera très rapidement les modalités de fixation du prix du médicament. Est-ce que c'est adapté au contexte actuel, enfin du moins dans le cadre de l'hépatite C. Et puis on pourra rapidement, mais je pense qu'on effleurera la question, on en reparlera cet après-midi, on pourra parler effectivement de la transparence. Et là, j'espère que vous nous donnerez quelques éléments pour comprendre un petit peu comment réfléchissent les politiques publiques. Et quand on parle de transparence, ça rejoint rapidement le dossier de la participation des usagers aux modalités d'évaluation et de prix du médicament. Voilà, donc première question, et je me tourne vers Monsieur Marquez. Concrètement, alors c'est pas votre avis, j'insiste beaucoup parce que vous n'avez pas une position très facile aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça tangue beaucoup dès qu'on parle de prix, de coût, d'efficience encore plus. Donc c'est pas votre avis personnel, c'est plutôt une présentation un petit peu, peut-être un peu froide entre guillemets de quel est le rationnel derrière la stratégie actuelle plutôt de décider de traiter tard, sachant qu'effectivement ça peut être remis en cause, du moins on va en discuter, parce que traiter tard, ça veut dire aussi ne pas éliminer des complications qu'il faut prendre en compte par la suite. Donc traiter tard, il y a donc la dimension individuelle, et de traitement individuel, bénéfice individuel, et puis aussi derrière il y a le traitement de bénéfices collectifs qui pour l'instant, je le rappelle, a été quand même mis en stand-by, mis en attente dans les dernières recommandations de la HAS et dans la stratégie politique d'éradication de l'hépatite C par le gouvernement. Voilà, donc juste sur ce point, je vais vous demander à réagir tous les deux. Merci, Monsieur Marquez. Tout d'abord, ça marche, ça fonctionne. Merci. Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous avouer que je comprends cette décision de l'assurance maladie. Il faut dire que j'ai à peu près le même logiciel dans ma tête parce que je suis passé par Bercy. Donc, je comprends cette stratégie. Pourquoi ? Parce que, alors certes, plus on traite tard les pathologies de manière générale, plus leur coût de la prise en charge augmente. Mais dans le cas de l'hépatite C, c'est un peu particulier. C'est une maladie qui, lorsqu'on l'attrape, on peut rester pendant 20 à 30 ans sans symptômes. Un certain nombre de patients ne dérivent pas vers un cas aggravé de fibrose. Donc, d'après les données qu'il y a dans le rapport du MO, au bout de 20 à 30 ans, une cirrhose se déclare chez 10 à 20% des patients. Autrement dit, si on devait traiter aujourd'hui tous les patients qui avaient une infection aujourd'hui, donc, l'économie intertemporelle pour l'assurance maladie sur 20 ou 30 ans ne compensera pas les coûts immédiats. Donc, je comprends vraiment ce choix d'attendre un petit peu, de voir vraiment chez quel patient ça se dégrade, chez quel patient ça s'aggrave, et donc là, on prend en charge. Après, la question est de savoir,
Est-ce que la fibrose 3, 4, c'est une bonne solution? Est-ce qu'il ne faut pas descendre à la fibrose 2? Ça, je ne sais pas, c'est un débat d'experts. En tout cas, il y a eu des études par une épidémiologiste, Sophie Durban, qui, en l'état actuel des prix, nous expliquait que F2, F3, c'était justement à ces niveaux-là que le traitement était ce qu'on appelle coût efficient. Coût efficient, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on prend en compte, bien sûr, le coût du traitement, mais également le nombre d'années de vie gagnées et en bonne santé, grâce au traitement. Alors là, c'est des débats d'experts, tout à fait, je suis d'accord. En deçà de la fibrose 3, le traitement, au prix affiché, n'était pas coût efficient. D'où le choix de l'assurance maladie de traiter un peu tard, un choix que je comprends. C'est un choix qui, moi, ne m'alarme pas trop pour des raisons que je vais vous expliquer, parce que je pense que le prix affiché actuellement va très rapidement baisser. Et donc, les personnes que l'on ne va pas guérir aujourd'hui, on va pouvoir les guérir dans 1 ou 2 ans, parce qu'aujourd'hui, le coût du traitement de Gilead est à 41 000 €. Dans 2 ans, à mon avis, dans 2-3 ans, il aura peut-être été divisé par 2, compte tenu de l'innovation, compte tenu de la concurrence, et parce que l'assurance maladie voudra réaliser des économies sur un médicament sur lequel le laboratoire aura fait ses bénéfices. D'accord, merci. Donc juste avant de laisser la parole à Pascal, qui est en train de bouillir, peut-être, je ne sais pas. Moi je rappelle juste le travail d'experts. On n'a jamais dit, et SOS Hépatite a beaucoup participé à ce rapport d'experts, on n'a jamais dit qu'il fallait traiter tout le monde tout de suite. La question, elle posait notamment, le point de discorde, c'est sur le F2, vous l'avez souligné. Et après, en termes de stratégie d'éradication collective, il y avait également personnes détenues, personnes usagées de drogue, femmes en désir de grossesse. Et ça, c'est des points qui ont été écartés. Après, sur le prix du traitement, on va y revenir, je pense, dans une deuxième partie. Quand je vous écoute, le prix, on est d'accord que c'est le prix du traitement qui a drivé des recommandations à la baisse. Alors oui, complètement. Donc l'accès aux médicaments aujourd'hui est déterminé par le prix du traitement. D'accord. Très clairement. Après, je pense qu'on en parlera ensuite. Ce prix-là, alors loin de moi l'idée de justifier un tel prix, mais je vais essayer de le remettre un peu dans le contexte macroéconomique, dans le business model, on va dire, des laboratoires et de l'assurance maladie, qui est en train de se préparer. Mais ça, je pense qu'on en parlera ensuite. D'accord, merci. Pascal? Par où je commence? Moi aussi, je suis passé par Bercy, mais c'était avec ma Clio et j'étais en dessous. Je rigole. Premièrement, je vais remettre en cause le modèle, et je crois que c'est important de savoir, parce qu'on est en train de prendre... Il y a des décisions politiques qui se prennent et sur quoi elles sont prises. Je veux juste rappeler quelque chose qu'on a trop souvent tendance à oublier. Le modèle qui dit 10 à 20% de cirrhose à 30 ans, il a été fait chez les transfusés. C'est chez eux qu'on savait quand est-ce qu'ils avaient été contaminés et où ils étaient. Et on était a priori sur des gens qui avaient une qualité de vie, c'est pas péjoratif, mais en tout cas une vie relativement normée. On n'a aucune étude aujourd'hui à notre disposition sur quelle est l'histoire naturelle de l'évolution de la fibrose chez les patients addicts. Et on prend les décisions politiques. La majeure partie des patients qui vont aujourd'hui avoir une hépatite C sont des gens qui vont venir du monde de l'addiction et vont avoir des comportements et des difficultés par rapport à l'alcool, ça on l'a entendu. L'alcool, c'est le premier facteur de fibrose. Donc on sait bien que dans cette population-là, l'évolution, elle ne va pas être linéaire tout doucement avec une cirrhose à 30 ans. Et on a tous des exemples aujourd'hui dans les gens qui font de l'hépato et de l'addicto, de gens qui ont des cirrhoses à 35 ans parce qu'il y a eu de l'alcool avec. Donc est-ce qu'on doit prendre nos décisions politiques sur des modèles qui sont plus ceux des patients qu'on va avoir demain? Moi, c'est le truc fondamental qui me choque au départ. Avant même la question du prix. C'est-à-dire sur quoi on base? Quand est-ce qu'on va exiger des études épidémiologiques sur l'histoire naturelle de la fibrose chez les patients de 2015, c'est-à-dire à savoir des gens qui majoritairement vont être en situation de précarité ou d'addiction. Après, sur ce que vous dites sur la baisse du prix qui va permettre de revoir les choses, j'espère que ce sera plus que divisé par 2 dans 2 ans. Et ok, jouons le libéralisme, jouons la concurrence, alors que la concurrence nous amène à faire baisser les prix beaucoup plus bas. On ne peut pas aujourd'hui faire réfléchir dans l'hépatite C et accepter des coûts que seule la loi ou la politique française a accepté pour les maladies orphelines. On a accepté pour les maladies orphelines où il y avait moins de 2000 cas en France
des coûts prohibitifs, et ça c'est un mot, un adjectif que SOS Hépatite s'est approprié avec un collectif d'associations. Les coûts sont prohibitifs parce que derrière on sait que pour l'industrie il y aura peu de débouchés parce qu'il y a peu de malades. Aujourd'hui on est dans la même chose avec pour autant 200 ou 300 000 malades, et je ne vous parle pas des gens qui sont en dehors de la France, parce qu'on est quand même à moins de 2% des gens sur la planète qui sont infectés. Il y a 3% de gens infectés sur la planète, mais seul un patient sur 50 est dans un pays en capacité d'accéder à ces nouvelles thérapeutiques. Les autres, ils n'ont pas de traitement. Donc, moi, ça me choque. Et dans cette réflexion sur le prix, c'est quelle va être, justement, on parlait des commissions de transparence, mais la première chose que nous, on doit hurler, c'est vous réfléchissez pour des usagers avec des études qui ont été faites il y a 30 ans chez les gens qui n'étaient pas dans ces comportements-là. Moi, j'ai juste une question. Je pense que le prix, on va en parler peut-être en deuxième partie, mais j'ai une question sur la stratégie là, qui est adoptée. Finalement, est-ce que la stratégie qui est adoptée actuellement, donc uniquement sur des références de bénéfices individuels, est-ce que c'est la meilleure stratégie pour éradiquer la maladie ? Alors, non, clairement pas. Mais disons que pour éradiquer la maladie, je pense que le plus important aujourd'hui, avant de... Bien sûr, il faut traiter, mais il faut surtout dépister. Donc, il y a des efforts assez importants à faire à ce niveau-là. Nous, dans notre rapport, par exemple, que l'on a rendu sur pour la Fondapol, on essaye d'un peu moins de se focaliser sur le prix et d'un peu plus se focaliser sur les stratégies de dépistage et sur l'accès l'organisation plutôt des traitements, rendre cela plus efficient. Ensuite, une fois que le système de dépistage est efficient, c'est-à-dire que l'on connaît les personnes infectées, qu'on sait les suivre, là, on peut essayer de les traiter au bon moment, au moment où c'est optimum, où c'est coût-efficient d'un point de vue certes rationnel, certes un peu froid, mais au moins il faut déjà développer l'information. C'est ce que Monsieur Chaffray disait, c'est bien ça ? Oui, tout à l'heure, oui. Oui, tout à fait. Donc il faut vraiment développer l'information. C'est une recommandation qui a été faite aussi, développer les statistiques d'épidémiologie pour mieux adapter les politiques publiques. Donc ça, c'est un premier point qui doit être fait. C'est peut-être un peu tard. En tout cas, il faut le faire. Et pour les prochaines, comment dire, ça s'applique à l'hépatite C, ça s'appliquera aussi à d'autres maladies, puisque ce que l'on observe aujourd'hui sur l'hépatite C, c'est un nouveau modèle, un nouveau business model qui se développe, c'est-à-dire c'est celui du médicament très cher, qui concerne pas une majorité de population, c'est pas un médicament pour le grand public, et donc ce modèle-là va concerner d'autres types de pathologies, notamment les cancers. Aujourd'hui, vous avez les thérapies ciblées dans le cancer. Une thérapie ciblée, c'est on étudie un peu le génome des cellules cancéreuses et on vous donne le bon médicament pour le bon génome en fonction de vos cellules cancéreuses. Ces traitements-là qui sont relativement efficaces, bien que encore loin d'être satisfaisants, coûtent extrêmement cher. C'est plus de 50 000 € par patient et par an, si le patient arrive à survivre. Donc c'est vraiment un problème. Ce que vous connaissez là, disons que l'hépatite C, le traitement de l'hépatite C est précurseur d'un nouveau business model sur le médicament. Et ce business model, comment peut-on essayer de le justifier ? C'est qu'il faut essayer de comprendre les contraintes des laboratoires. Pourquoi ? Parce que c'est les laboratoires qui font pression pour avoir des prix élevés, aussi élevés, et l'assurance maladie qui accepte à côté, enfin le CEPS, l'organe public qui décide des prix, accepte de tels prix. Pourquoi ? Premier point, c'est que les laboratoires perdent leur blockbuster, ils perdent leur brevet. Les médicaments, on va dire vache à lait, tombent dans le domaine public. Ils sont concurrencés par des génériques. Ces génériques sont promus par les pouvoirs publics et donc ça fait des recettes en moins pour les laboratoires. L'autre élément, c'est que l'assurance maladie baisse chaque année les prix des médicaments, on va dire grand public. Donc ça fait moins de recettes pour les laboratoires. Et enfin, vous avez à côté de ça, pour eux, les coûts de recherche et développement qui ne cessent d'augmenter parce qu'il devient de plus en plus compliqué de trouver. Donc pour ça, il y a comme on va dire, le système est en train de se réadapter, c'est-à-dire que vous avez des baisses de médicaments sur tous les médicaments au grand public, et à côté de ça, vous avez quelques médicaments très pointus en matière d'innovation qui, eux, commencent à coûter bien plus cher. Donc en fait, les laboratoires vont se rattraper sur un faible nombre de médicaments pour leurs moindres recettes sur les médicaments, on va dire, grand public. Donc ça, ce modèle-là, qui s'applique à l'hépatite C, s'appliquera également à de nombreux médicaments dans le domaine du cancer. Donc voilà, c'est un équilibre qui se fait, et malheureusement pour les patients qui seront atteints d'un cancer, pour les patients atteints d'une hépatite C,
il va y avoir un arbitrage à faire sur qui doit-on traiter en premier compte tenu des prix. D'accord. Les choses sont claires. Je vais revenir sur le prix du médicament, mais on va donner la parole à la... Vous entendez? Oui. On va donner la parole à la salle. Je crois qu'il y a beaucoup de réactions. Je crois qu'on peut revenir sur le prix, Pascal. Mais après, je pense qu'il y a vraiment... Il y a un débat enclenché, mais il y a deux choses. Il y avait déjà le point de l'atelier, c'était traiter tard quel prix. C'est-à-dire qu'il y a deux choses où je pense qui nécessitent des éclaircissements. C'est le calcul de coût-efficience, là, notamment des nouveaux traitements. Ça, c'est une chose. Et après, ça revient beaucoup dans les discussions, c'est est-ce que les décisions qui ont été prises, est-ce qu'elles ont été prises et comment en regard des coûts évitables de la prise en charge des complications, enfin des cirrhoses et de ces complications. Et ça, on n'a pas vraiment les éléments là-dessus. Donc est-ce que vous avez le coût-efficience du Sovaldi, rapidement, si vous pouvez expliquer de quelle manière ça a été fait, peut-être. Alors moi, malheureusement, je suis pas spécialiste. C'est vraiment un métier spécifique, l'épidémiologie. Ce n'est pas du tout. Moi, je fais confiance aux résultats, aux résultats des travaux. Je peux pas vous expliquer le détail de la méthode. D'accord. Donc c'était, je crois que c'était 60 000 euros ce qui avait été oui, c'est ça. Élaboré. Et après, sur la prise en charge future des complications et des comorbidités. Est-ce que ça a été pris en compte justement dans la stratégie telle qu'elle a été développée? Alors oui, tout à fait. Donc ce qu'on prend en compte dans cette évaluation, comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on appelle, c'est un indicateur qui s'appelle le QALY. Donc c'est les années de vie gagnées pondérées par leur qualité et pondérées par le coût initial pour les atteindre. Et donc ces années de vie gagnées, si vous êtes malade et qu'on anticipe que vous avez un risque de décéder d'ici 3 ans, mais qu'un traitement vous permet de vivre 10 ans, vous avez gagné 7 années de vie. Si c'est 7 années de vie en bonne santé, en totalement bonne santé, la pondération sera de 1. Et donc, vous obtenez un indicateur, et cet indicateur, vous le rapportez au prix. C'est un peu ce qui a été fait pour le cas du traitement pour l'hépatite C. Donc ensuite, la question qu'on garde, c'est, donc, sur 20 ans, le fait d'être traité aujourd'hui, le nombre de traitements, donc les traitements liés à la cirrhose, les traitements liés au cancer éventuel, quelle est la qualité de vie que vous avez gagnée par rapport à une cirrhose vu que là vous êtes en bonne santé, etc. Et tout ça on le rapporte par rapport au prix. C'est vraiment un point intéressant. Alors je sais que ça fait grincer beaucoup de gens, mais c'est une réalité ce calcul. Donc autant essayer d'en discuter et de voir effectivement quelle pourrait être la place des usagers dans ce type de calcul, puisqu'on est quand même largement écarté d'une grande partie des décisions. Et après, on va revenir sur les prix, les modalités de fixation du prix. Moi, j'aurais aimé les prendre un peu sous un autre angle que ce qui a été fait précédemment. J'ai quelques points à vous proposer. Pascal, sur la qualité de vie peut-être, et sur cette stratégie de traiter tard. On ne peut pas accepter la politique de la poussière sous le paillasson en disant on verra plus tard, on achètera peut-être un aspirateur le mois prochain. On a quand même vécu sur l'idée que la science allait progresser plus vite que la fibrose. Donc on a mis des gens en attente et on en paye les pots cassés. Aujourd'hui, quand on a discuté le prix, on a dit le Sovaldi, mais quand on a discuté les prix des médicaments, la puissance du médicament est telle, et je reviens sur l'idée de la puissance impuissante, c'est qu'on a fixé dans la discussion avec l'État de dire on va éviter des greffes. Des greffes, ça coûte très cher. La prise en charge d'un cancer, ça coûte très cher. Donc notre médicament, il vaut bien. Donc on veut à peu près le même prix. Donc ok, on tombe sur du 75 000, d'accord. Mais après, quand on élargit et qu'on va traiter des gens qui sont plus sur des attentes de greffe, à ce moment-là, le prix du médicament, il ne doit pas éviter la greffe, il doit éviter les complications, et il n'y a pas de raison qu'on paye le même prix. Donc pourquoi moi, je veux bien payer un médicament très cher pour ramener un patient cirrhotique dans les meilleures conditions possibles. Il faudrait se poser aussi la question de combien il faut mettre sur la table pour gagner une année de vie. Et puis, c'est pas la même somme à mettre pour gagner une année entre 20 et 30 ans que pour gagner entre 80 et 90 ans. La qualité de vie n'est pas la même, l'investissement n'est pas le même. Mais j'ai envie de dire aussi que peut-être si on investit sur des gens plus jeunes, ils vont pouvoir rendre à la société, s'il y avait du travail pour tout le monde, en recotisant, etc. Donc le Sovaldi, on pourrait aussi imaginer qu'un médicament,
ben on ne paye pas le même prix pour une fibrose A1 que pour une fibrose A4. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un créneau qui est de dire, on traite pas, on a dans nos représentations que le médicament, il a un prix pour tout. Ben, ok, mais pourquoi on ne payerait pas le médicament plus cher pour une cirrhose et beaucoup moins cher? On pourrait dire à un laboratoire, écoutez, allez, c'est 20 000 € par point de fibrose. Alors, soit vous trouvez 4 F1 et vous aurez vos 80 000 €, soit vous trouvez un F4 et vous aurez vos 80 000 €. Et on voit que là, à ce moment-là, les stratégies de dépistage, il y a peut-être des gens qui iraient plus à chercher des F0 et des F1 et d'autres qui diraient, bah, nous, on met le paquet sur les cirrhoses. Je pense qu'il faut qu'on change nos paradigmes de réflexion. Et le deuxième point, et je pense qu'on a tous une responsabilité collective dans le rapport Dumo, c'est qu'on n'a pas été capable de faire la différence entre le bénéfice individuel et le bénéfice collectif. Aujourd'hui, quand on traite, est-ce que le bénéfice il est individuel ou est-ce qu'il est collectif? Alors, il est individuel quand on dit oui, on prend le choix, et c'est là où je demande aux décideurs politiques qui seront là cet après-midi de nous aider à être pédagogiques. C'est-à-dire qu'on est des malades, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on est citoyen, on peut comprendre des choses et on peut expliquer à d'autres malades. C'est-à-dire soit on fait le choix de traiter les patients les plus graves, et en disant, vous inquiétez pas, c'est chacun son tour, et on commence par les plus graves. C'est le principe de la caisse prioritaire femme enceinte handicapée, parce que j'aime bien ce rapport femme enceinte handicapée, ça me fait toujours rire, quand on est en grande surface. Donc on commence par les malades les plus graves, mais les autres accéderont après. Pourquoi pas, mais on l'explique et on le vend, et on dit le bénéfice il est individuel. Mais à côté de ça, le rapport d'experts, il nous disait aussi, on va essayer d'avoir le bénéfice collectif en essayant de traiter l'épidémie, et à ce moment-là, on va traiter peut-être plus les addicts et les patients qui sont en prison. Et au final, on se retrouve avec un truc qui est incompréhensible. Si je raisonne en épidémie, c'est pas les patients cirrhotiques qu'il faut traiter. Parce qu'en traitant une cirrhose, vous éviterez pas forcément le cancer. Donc l'investissement financier, vous ne l'aurez pas en retour. Donc si je veux traiter une épidémie, il faut surtout que je traite les gens qui ont des hépatites minimes, qui sont jeunes, et qui vont permettre de faire des économies dans le futur. Donc là, on est dans une double contrainte et on n'a pas su trancher. Et je pense qu'il faut que les économistes, que vous nous donniez des billes pour que le débat, on puisse l'avoir et qu'il ne soit pas uniquement dans une logique de coût de médicaments, mais qu'on soit capable vraiment de réfléchir les choses autrement. Alors, non, là, on touche un point intéressant, parce que c'est vrai que dans les débats un petit peu plus globaux sur la fixation du prix, donc qui ont toujours lieu, on n'a pas touché cet étage. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette question à prix différencié en fonction des stades de fibrose pour le prix du Sovaldi? Pourquoi ça n'a pas été envisagé ou discuté? Juste un point pour rappeler, peut-être pour juste avoir un socle commun. Alors déjà, on parle du Sovaldi, mais parce que c'était la première molécule, mais bon, on pourrait et la plus chère, mais c'est vrai que ça pourrait s'appliquer aux autres agents. Mais après, sur le prix du Sovaldi, en fait, le prix initialement de la TU, donc de l'autorisation temporaire d'utilisation, donc librement fixée par l'industriel, a été fait, effectivement, a été argumenté sur le coût évitable de la greffe du foie. Et c'est ce que nous avons contesté parce que ça a été extrapolé par la suite à tous les malades, alors que ça ne concerne qu'un petit nombre de malades. Donc le prix initial dans les discussions de 56 000 était argumenté de cette façon. Le prix après a été fixé à 41 000. Bon, le gouvernement a considéré que c'était une victoire. Nous, on est beaucoup plus nuancés. Mais voilà, on est sur... donc, du coup, ma question, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable à prix différencié en fonction des stades de fibrose? Alors, envisageable, en tout cas, il va falloir l'envisager, parce que comme je l'ai dit, le système, le business model un peu du médicament risque de changer compte tenu des coûts de recherche et développement et pour les molécules innovantes. Nous, en tout cas, cette idée de prix différencié, on l'avait intégrée dans la première version de notre étude, qui a été remise à la Fondapol et qui a été retirée ensuite, pour tout vous dire, de la part à la demande du client. Donc, on est complètement pour. Donc, c'est des pratiques qui se font dans d'autres secteurs. Hein. C'est typiquement ce que vous connaissez dans le secteur de l'aviation. Quand vous achetez un billet d'avion, selon le moment où vous l'achetez, le prix est différencié. Donc, vous vous retrouvez assis avec quelqu'un qui a payé son prix peut-être 2 fois moins cher que vous. Ça s'appelle du yield management. On adapte le prix en fonction du client et de ses capacités à payer. Ce yield management pour le traitement de l'hépatite C se réalise également au niveau international, car comme vous le savez, le Sovaldi n'est pas vendu au même prix en France, aux États-Unis et dans 90 pays en développement. On est en santé publique quand même. Hein. Je suis bien. Je suis bien d'accord. Ensuite, faut essayer de comprendre les contraintes. Les contraintes, c'est qu'on a. Je comprends bien, madame, mais il faut comprendre les contraintes. On est, vous comme moi, on est en déficit au niveau de la sécurité sociale. Et donc, il faut arriver à faire...
On va vous laisser les échanges. Après, juste pour arriver à faire pour le mieux avec ce que l'on a. Voilà, on va laisser la parole aux échanges. Après, juste pour recadrer, là, l'idée, c'est de... Effectivement, on peut interroger les politiques publiques, mais l'idée, c'est de nous apporter des éclairages sur les choix et comment ils sont faits. Oui, donc je poursuis. Donc pour vous dire que je suis très favorable à ce système de fixation des prix. Je pense que l'industrie peut également être favorable à ce système de fixation des prix. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, une personne qui va être F2 ne va pas percevoir le médicament, donc pour l'industrie, c'est 0, tandis que si elle pouvait lui vendre le médicament, au moins, elle gagnerait un petit peu. Donc là, pour le coup, tout le monde s'y retrouve. L'assurance maladie s'y retrouve, les patients s'y retrouvent, les industriels s'y retrouvent. Donc il y a peut-être un terrain d'entente. Les contraintes, pourquoi c'est compliqué à mettre en œuvre ? Parce que ça repose sur l'évaluation du niveau de la fibrose et sur, on va dire, la confiance dans le système. Si c'est un médecin au sein d'un hôpital indépendant qui évalue votre fibrose, vous êtes F2, il va peut-être être tenté de la passer en F3 pour pouvoir faire diminuer le prix. Donc là, il faut peut-être réfléchir à des systèmes de contrôle parce que voilà, donc c'est des prix différenciés qui reposent sur une évaluation initiale. Il faut que cette évaluation initiale soit fiable. Donc quel système de contrôle qui satisfasse tout le monde ? Ce premier point. Pour le moment, je n'ai pas encore de réponse. Comme je l'ai dit, le système du prix des médicaments risque d'évoluer un petit peu au cours des décennies à venir. Donc il y a peut-être d'autres systèmes à essayer d'imaginer, un peu comme celui qui a été proposé là. Notre système que nous voulons essayer de tester, au moins, c'est de non plus payer les industriels en une fois, c'est-à-dire que le médicament 41 000 euros, non plus le donner. On donne le médicament au patient, ça fait 41 000 euros pour l'industriel. Non, on va étaler le versement à l'industriel, parce que les économies pour l'assurance maladie sont intertemporelles, elles vont se faire sur 20 ans. Eh bien, l'industriel peut très bien être payé sur, peut-être pas 20 ans, mais sur 10 ans. On étale le coût du médicament sur 15 ans à l'industriel. Pour l'assurance maladie, il y a une question de trésorerie très importante, c'est qu'aujourd'hui, si elle veut payer le médicament 41 000 euros, pour une partie, elle doit l'emprunter. Là, elle n'aura peut-être pas besoin d'emprunter. D'accord, c'est un point qu'on avait discuté aussi en interne. Ouais, en interne, on a déjà discuté. Ce modèle-là, il est intéressant. Ce serait on connaît les chèques vacances. On pourrait avoir les chèques santé, les chèques sans fibrose. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, OK, ça vaut 50 000 euros et l'État va donner 10 000 euros par an à l'industrie pour payer a posteriori. On aurait un prêt. Alors j'ai envie de dire, pourquoi pas, mais nous, ce qu'on aurait envie de dire du côté associatif, allez, je vais jusqu'au bout de ma provocation. Alors, je vous remercie, j'ai oublié de dire, mais je vous remercie d'être là parce que je vous jure que quand on cherche des gens dans le monde économique pour venir débattre face à des malades et nous amener de quoi réfléchir, parce que c'est bien ça que vous faites, c'est vous osez être en face de nous pour nous amener votre professionnalisme, etc. Donc, excusez-nous d'être énervés, ça nous hérisse le poil, mais c'est le jeu et merci de ce que vous nous amenez. Mais par exemple, qu'on pourrait dire à ce moment-là, nous, on aurait envie de mettre des freins à ça et des sécurités. C'est-à-dire, donner 10 000 euros par an au laboratoire, oui, à condition que le malade reste vivant. Du jour où le malade meurt, ils perdent. Voilà. Si le malade meurt 2 ans après, le laboratoire, il a eu que 20 000 euros, il n'aura pas la somme totale. Ça veut dire que du coup, on a peut-être intérêt, le laboratoire aurait peut-être intérêt à bosser sur les comorbidités, à faire gaffe que le mec il arrête aussi de fumer, que le mec il fasse gaffe à son poids, qu'il y ait des programmes de rééducation par le sport, etc. Et là, on serait à ce moment-là dans une réappropriation de la santé sur laquelle on pourrait arriver à avoir des temps d'échange et de compréhension et être en phase avec des projets de société comme ça. Parce que ça dépasse le soin, ça devient des véritables projets de société. Mais pour autant dire que le malade il soit vivant ou mort, vous nous devez ça sur 10 ans, et là où nous, association, on va dire non, on n'est pas d'accord. Mais que ce soit un débat de discussion possible, pourquoi pas ? Et ça fait partie des modèles qu'on peut réenvisager, rebattre les cartes, revoir les choses autrement. Maintenant, quand j'ai envie de vous interroger aussi sur... dans les choix stratégiques qui sont faits, on l'a vu, nous, quand on a suivi le développement des molécules là, la première chose que demande un industriel, c'est quoi le produit intérieur brut ? Le pays pourra ou pourra pas. Point barre. Et au-dessus de tel PIB, on y va. En dessous, on n'y va pas parce qu'ils n'arriveront pas à se le payer. Et on est à ce moment-là avec des gens riches dans des pays pauvres où on va avoir... une immigration sanitaire qui n'est pas le pauvre gars qui part avec son sida ou son hépatite B à travers l'Europe pour aller se faire soigner, mais qui est le mec plein de pognon qui va prendre l'avion pour venir dans un grand hôpital parisien ou lyonnais, etc. et venir consommer du soin en payant cash. Voilà. Et ça, c'est aussi ça qu'on fait en posant le PIB, et ça devient un peu plus choquant. On en parlait hier soir avec Yann, quand certains pays ont fait le choix de ne pas développer la greffe, par exemple.
et de dire on développe pas la greffe parce que les prélèvements les dents ça coûte cher. Par contre, l'État, quand vous êtes en situation de devoir avoir une greffe, vous donne une cagnotte et puis vous démerdez, vous allez ailleurs. Et on se retrouve comme ça avec des hôpitaux en France, dont je tairai le nom, mais où le directeur dit développer à l'international parce que ça nous intéresse d'avoir cette population riche qui va venir se faire greffer. C'est de l'argent frais hors assurance maladie et notre hôpital est intéressé pour faire ça. Et ça, je crois que c'est vraiment des choses où le soin est en train de déraper par rapport au concept qu'on pose nous. Donc il faut qu'on réfléchisse à quelle santé on veut demain et comment on veut poser ce soin-là. Alors, juste pour recadrer, juste une question alors sans être jusqu'au boutiste comme Pascal, est-ce la possibilité d'un traitement à la guérison, c'est quelque chose qui avait été à un moment évoqué dans les discussions sur les nouveaux agents, notamment le Sovaldi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez exploré ? Alors tout d'abord, j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit au niveau de l'international, parce que c'est encore un point qui avait été intégré dans notre étude version initiale, on va dire, et qui a été retiré ensuite. C'est d'expliquer que les prix élevés dans les pays en développement sont bel et bien la contrepartie des prix faibles dans 90 pays en voie de développement. 91, merci. Donc voilà, donc c'est parce que on accepte de payer des prix plus élevés en France, en gros, aux États-Unis également, que des pays peuvent avoir accès, ou en tout cas que des ménages de la classe moyenne de certains pays, voire de la classe moyenne supérieure dans certains pays, peuvent avoir accès au traitement. Donc, à ce niveau, je vois une dame qui me dit non tout à l'heure, elle pourra m'expliquer très bien. Non, mais là en fait, je ne sais pas si vous enclenchez le débat sur la fixation du prix, et c'était pas vraiment le sujet de l'atelier, parce que si on veut, déjà, il nous faudrait plus de temps. Et si vous voulez qu'on réagisse aux coûts affichés de recherche et développement des laboratoires, on en a pour 20 minutes, mais c'est quand même des coûts qui sont déjà largement discutables, qui sont basés sur une étude qui date de 10 ans, qui était financée par l'industrie, qui met notamment en avant des coûts d'opportunité du capital, en grande partie, c'est-à-dire c'est le capital qui a été investi dans ces études ne l'a pas été dans d'autres secteurs. C'était pas vraiment le sujet de l'atelier là. Enfin, excusez-moi, je me base pas du tout sur cette étude. Sur un autre point, je me base plutôt sur la concentration du secteur, qui est un indicateur non pas des difficultés, mais du besoin de se rassembler pour poursuivre la recherche. D'accord, non mais je recadre parce que je vois beaucoup de gens réagir. Et nous, l'idée là, de l'atelier, c'était alors même effectivement on touche le sujet, mais c'est juste pour essayer de border, éviter qu'on dérape trop là-dessus. Le sujet de l'atelier, c'était plus effectivement cette stratégie de traiter tard et de donner des éclairages sur les choix, comment les choix ont été faits et les problèmes que ça pose, et d'essayer d'échanger effectivement sur peut-être d'autres modalités qui permettraient un accès au traitement à des personnes sans attendre l'évolution de leur maladie au stade F3 ou F4. Alors c'est vrai que tout de suite on vient en collision avec le prix du médicament, parce que vous l'avez dit vous-même. Oui, parce que c'est lié, parce que comme je pense que ce prix va baisser très rapidement, et avec la baisse de ce prix-là, l'accès va pouvoir s'élargir, on va pouvoir traiter de plus en plus tôt. Alors la baisse, nous, juste pour répondre, dans notre plaidoyer, on nous a dit que effectivement la concurrence allait faire baisser les prix. La concurrence, elle n'est pas encore tout de suite là. Et quand on regarde notamment ce qui s'est passé dans le cadre du VIH, la concurrence n'a pas forcément fait baisser le prix des molécules. Donc là, actuellement, on est plutôt sur un monopole qui s'est enclenché. Voilà, alors on va... Oui, non, tout à fait. Donc, on essaie de revenir sur traiter tard, nous donner un éclairage sur ce choix. Sur le prix, on a fait un premier forum au niveau, en interassociatif en novembre sur la question de l'évaluation du prix du médicament. Et la question se pose peut-être d'en faire un second pour essayer justement de faire le point sur les différentes actions qui ont été entreprises. Il y a aussi certains groupes de travail qui ont été formés, notamment avec la participation du CIS sur ce sujet, avec effectivement une dimension plus globale. Peut-être sur traiter tard, si vous avez deux mots, enfin sur la stratégie là, telle qu'elle a été choisie, si vous avez deux mots, autrement on va laisser la parole à la salle en essayant de revenir, de rester là-dessus. Concrètement, Monsieur Marquez, vous avez des points complémentaires sur la stratégie actuelle qui a été choisie. Enfin, vous nous avez expliqué. C'est juste si vous avez des points sur
sur les modalités, les choix qui ont orienté nos politiques vers effectivement ces choix de traiter uniquement sur bénéfice individuel et en enlevant effectivement toute la partie dimension collective et éradication de la maladie. Parce que je pense que ça, j'y ai déjà répondu, peut-être pas assez explicitement, parce que la partie collective, je pense qu'elle repose essentiellement sur le dépistage et sur l'information. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez un risque de diffusion lorsque vous êtes porteur du virus, mais si vous êtes informé, si vous êtes dépisté et informé, ce risque baisse drastiquement. Et si d'ici les 2 prochaines années, vous venez juste de contracter le virus, eh bien, on peut peut-être attendre, en effet, si vous êtes au niveau F0, on peut peut-être attendre 2 ans, le temps que le prix ait baissé un petit peu et que ça devienne très bénéficiaire pour la collectivité de traiter. Pascal, des points complémentaires avant de laisser. On va vous laisser la parole. Pascal, peut-être. La cohérence de ça, c'est de dire la mort est loin. Je peux attendre. Non, excusez-moi, je me permets de vous arrêter. Non, la cohérence de ça, c'est de dire que un grand nombre de personnes atteintes ne vont pas dériver vers un cas de cirrhose aggravée ou un cas de cirrhose tout court. C'est plutôt ça. Et donc, il y a peut-être... Avec les modèles qu'on a qui sont... Ouais. Alors oui, là, je suis tout à fait d'accord. En effet, je suis tout à fait d'accord. Oui. Et donc... Vous n'avez aucune preuve de ça. Attends, on va... C'est pas tout à fait juste parce qu'on sait quand les gens ont été contaminés dans la transfusion. Donc on savait qu'il y avait eu une transfusion en 1956, donc on pouvait extrapoler, mais on a fait des droites, or qu'on sait que c'est pas des droites. Aujourd'hui, ça s'accélère. C'est-à-dire qu'on prend beaucoup plus de temps pour passer de F0 à F2 et on va beaucoup plus vite de F2 à F4. Donc à un moment, ça s'accélère et tout l'enjeu pour nous aujourd'hui dans les prises de décision, c'est d'arriver à traiter avant l'accélération. De ne pas rater quelqu'un qui était F2 en lui disant vous pouvez attendre et de le revoir 1 an et demi après en F4. Et on sait très bien que c'est ce qu'on a redit, le score le plus difficile à poser, c'est F2. Il est facile de dire que quelqu'un est F0 ou F1, il est facile de dire que quelqu'un est en cirrhose. Le plus difficile, alors vous imaginez bien quoi, on se gourre 1 fois sur 3. Donc vous dites à un mec t'es F2, mais 1 fois sur 3 il est peut-être F3 ou il est peut-être F1. Alors s'il était F1, ben, c'est bonne pioche, mais vous avez peut-être relâché un mec F3 dans la nature. D'où l'idée d'essayer de trouver ce que c'est que les F2 sévères. C'est des gens qui ne seraient pas des vrais F2, peut-être des F3 camouflés. Tout ça, c'est extrêmement... Et c'est hyper anxiogène, quoi. Moi, on me dit, t'es F2, tu peux attendre. C'est comme si on me disait, madame, vous avez un cancer du sein, on n'est pas sûr, on peut peut-être pas faire la biopsie tout de suite, mais vous savez, vous inquiétez pas, il y a des médicaments super efficaces qui arriveront bientôt. Et il y a des gens qui sont rechuteurs. Et c'était le débat qu'on a eu hier, effectivement. Et la cohérence du dépistage dont vous parliez, c'est bien sûr c'est cohérent en santé collective. Hier, on a eu le cas, il y a quelqu'un qui a témoigné en disant « Moi, je me suis fait dépister, et maintenant que je suis dépisté, on m'a trouvé positif, et on ne me traite pas. » Le bénéfice, il est collectif, mais à l'échelon individuel, c'est d'une violence extrême. Qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Les gens qui ont été traités à l'ancienne formule où on traitait plus de gens, ils étaient F1, on les a traités, ils sont aujourd'hui non-répondeurs. Et ils sont à la porte de dire « Ah ouais, mais vous êtes toujours F1, donc vous n'avez pas le droit au nouveau traitement. » Est-ce qu'à un moment, on ne pourrait pas réfléchir en disant « Ils ont payé leur cotise d'accès, quoi. Et le traitement n'a pas marché. Ils sont aussi prioritaires, les gens qui étaient déjà en échec. Parce que je vous rappelle quand même que dans nos études qui sont faites actuellement, on négocie sur les prix pour les F3, F4, mais 80% des gens qui sont dans les études sont F1, F2, F0. Donc voilà. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, quand j'ai une hépatite minime, la seule façon d'être traité, c'est de rentrer dans une étude pour avoir les médicaments. On va laisser la parole à la salle. Je crois qu'il y a beaucoup de questions. Je vous demande simplement de ne pas dériver sur les modalités de fixation du prix du médicament. C'est très intéressant. Mais non, mais on effleure le sujet. Mais là, on essaie de rester sur la stratégie là, telle qu'elle a été décidée. Patrick, devant. Pas d'argent entre nous. Mais non, mais c'est un autre nombre. Hein. Il y en a qui s'en occupent. Oui. Je trouve assez curieux finalement cette histoire, parce qu'on reste dans un paradoxe. Traiter tard à quel prix, alors que toute l'argumentation de Gilead, en fait, pour établir le prix du traitement, était exactement l'inverse. C'était de dire, on vous offre des molécules, entre parenthèses, Sovaldi tout seul, ça fait rien, d'accord ? On vous offre des molécules qui vont vous permettre d'éviter toute une série de choses, que ce soit la cirrhose, que ce soit le cancer. On a été jusqu'à la transplantation du foie, et y compris les arrêts maladie. Or, finalement, au bout du compte, la stratégie
qui est mis en place, c'est exactement l'inverse. Premier point. Second point, on reste encore sur cet élément qui est très tétard, à quel prix? On n'est pas seulement dans de la santé individuelle, on est dans de la santé collective. Et ce qui me semble, je veux dire, votre business model, là où il ripe, c'est que l'hépatite C, en fait, est une pathologie très particulière. Premier point, dans le business model, quand vous avez une épidémiologie qui date de 2004, je ne vois pas exactement quelle conclusion on peut tirer en 2015. Le deuxième point encore qui est posé, c'est sur l'épidémiologie elle-même. Aujourd'hui, près de 80% des nouvelles contaminations se font avec les usagers de drogue. D'accord ? Et ce, depuis des années et des années et des années. Vous ne pouvez pas, là encore, prétendre qu'il y aurait de la raisonnabilité, hein, il y aurait de la pédagogie et de l'éducation qui fassent que les gens fassent attention. La contamination des usagers de drogue, elle se fait au jour le jour. C'est là où aussi il faut intervenir. Donc le concept de traité tard, il est vraiment caduc. Est-ce que vous voulez... vous avez un point à répondre, autrement on peut prendre d'autres questions. Non, mais globalement, je suis tout à fait d'accord. Hein. Soyons clairs. Hein. Je pense que la vraie question, comme vous l'avez dit d'ailleurs, il y a un paradoxe au niveau du laboratoire qui espérait guérir tout le monde, quel que soit, pour faire le maximum de profit. Au final, ils font quand même suffisamment de profit. Excusez-moi de revenir à cette question du prix, mais c'est vraiment lié. Hein. Le traité tard est lié au prix, véritablement. Et donc, on n'arrêtait pas de parler de la concurrence. Cette concurrence, c'est pas la concurrence qui fera baisser les prix, c'est une fois que les laboratoires auront tiré leur profit, ce qui va se faire très rapidement. C'est le CEP, c'est l'assurance maladie qui va dire on se calme, maintenant on redonne aux patients et vous suivez. Et si vous ne suivez pas, c'est les prix de vos prochains médicaments qui seront plus faibles. C'est des négociations. On parlait tout à l'heure de transparence, il n'y a pas du tout de transparence sur la détermination des prix. C'est des engagements de volume. C'est ça qu'on appelle les engagements de volume. Pas tout à, enfin, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a voilà, les volumes sont pris. Je pense qu'il y a aussi des négociations du type je vous baisse le prix de ce médicament-là, en contrepartie j'accepte tel prix. Enfin, on ne sait pas. C'est vraiment une boîte noire. Alors il y a une partie qui effectivement qui mérite d'être éclaircie et on espère que la participation des usagers le permettra. Mais le CEPS, il y a 3 points. C'est un accord prix volume, une chose, c'est le niveau d'ASMR du médicament, service médical rendu selon l'avis de la HAS, deuxième chose, et troisième chose, le comparateur. Et vous l'avez souligné aussi, dans la fixation du prix du Sovaldi, on s'est aussi basé sur le comparateur, c'est-à-dire les prix des médicaments sur le marché et effectivement aussi la prise en compte de certains effets indésirables de prise en charge complémentaire évitables. Je voudrais quand même mettre quelque chose dans le débat. On a bien vu que, justement, compte tenu du coût du Sovaldi, l'assurance maladie a acté dans le PLFSS 2015 une certaine somme à ne pas dépasser. Donc ça, déjà, voilà. Mais ce que je voudrais quand même rappeler, c'est que notre protection sociale en France, elle est faite avec les cotisations des entreprises et des assurés sociaux. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il est quand même important que dans la transparence, à la commission de la transparence, à la haute autorité de santé ou au CEPS, les usagers qui sont ceux qui cotisent puissent être présents pour permettre la transparence des prix. Moi, je ne suis pas en compétence pour dire que c'est trop cher, pas assez cher, etc. Mais il y a quand même une opacité actuelle dans les prix qui sont fixés dans les laboratoires. Et quand on voit le Sovaldi, moi, j'ai rien contre Gilead, puisqu'il a mis un médicament, une molécule qui permet de traiter dans de bonnes conditions, mais on a un référentiel. Simplement de dire, il faut quand même savoir comment les prix sont fixés. Et quand on entend, et ils l'ont écrit dans les journaux, que compte tenu qu'il y avait d'autres molécules avec la même efficacité qui frappaient à la porte, ils voulaient rapidement récupérer ce qu'ils avaient pu investir. Mais on peut entendre, c'est des boîtes, voilà, mais sur le plan commercial, ok. Sur le plan humain et pour la santé publique, je dois dire que là, il y a un vrai problème et il faut véritablement que nous, les usagers du système de santé, on puisse apporter notre pierre à l'édifice avec des gens formés en médico-économique, etc. On est bien clair là-dessus, mais qu'on sache comment véritablement les prix sont fixés. Une molécule peut coûter cher, on comprend, etc. Mais là, il y a une opacité que personne ne veut dire, et ça je crois qu'il va falloir quand même qu'on essaie de faire quelque chose.
Disons qu'avec l'hépatite C, on a été confronté très violemment au fait que les prix, vous l'avez dit très honnêtement, que le prix a drivé les recommandations. Donc de facto, ça a mis vraiment sur le devant de la scène cette question-là de manière un peu plus forcée. Céline, une question. Oui, je ne m'étends pas sur les modes de fixation du prix, puisque j'ai bien compris. Non, mais ce n'était pas le sujet, même si je sais que tu y tiens à cœur, mais effectivement, on est obligé d'en parler à la marge. J'ai une question un tout petit peu provocatrice, mais c'est: est-ce que vous, en tant qu'analyste économique, vous estimez que c'est votre rôle d'essayer de justifier ce nouveau business model qui est en train de se mettre en place, alors qu'on a énormément d'éléments pour justement le critiquer? Pour le moment, juste sur la licence volontaire de Gilead, par exemple, vous reprenez les arguments de Gilead qui dit on a des prix hauts au nord parce qu'on a des prix plus bas au sud. Aujourd'hui, est-ce que vous savez me citer plus de 2 pays parmi les 91 où une personne obtient le sophospuvir? Ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir vraiment une analyse d'objectif, de présenter les choses. Je ne dis pas c'est bien ou c'est mal, je vous explique un peu. Je vous explique comment ça se déroule et pourquoi il y a un système qui se... C'est pas une argumentation orientée, on va dire. J'essaie vraiment de prendre le pour et le contre et de présenter voilà, pourquoi on tend vers ce système-là. Après, est-ce que ce système-là est bon ou mauvais? Moi, je suis persuadé qu'il est mauvais, pour tout vous dire. Je pense qu'il faut vraiment que le CEPS contrôle plus drastiquement les prix, qui est plus que les patients participent notamment à la fixation des prix, parce que là on tend vraiment vers une dérive où certains médicaments vont coûter très cher. Et comme on voit, ça se pose pour l'hépatite C, c'est-à-dire certaines personnes ne vont pas être traitées dans l'immédiat. C'est un problème, oui. Donc le problème, c'est que voilà, on tend vers ce système-là. C'est pas bien, mais je vous explique pourquoi on tend vers ce système. Voilà. Alors non, mais je reviens. La question. Après, excusez-moi, juste pour revenir sur le Gilead à l'international. Gilead, s'ils font ça, c'est pas pour faire plaisir aux pays en développement. S'ils font ça, Gilead, c'est parce que s'ils vendent le prix de leurs médicaments en Inde au même prix qu'en Europe, c'est simple. L'Inde ne va pas respecter le brevet, va fabriquer son propre générique et va vendre dans le monde entier. Et là, ils sont perdants. C'est pas du tout de bonne volonté pour le développement économique international. Ce qu'ils font là, c'est dans leur propre intérêt. Est-ce que vous non, alors, je reviens juste parce que dans le rapport, et déjà il faut revenir sur la commande. La commande sur ce rapport et le travail que vous avez fait, c'était pas relatif à la fixation du prix. C'était quelle stratégie publique avec la contrainte du prix. Et vous avez clairement exprimé dans ce rapport le fait que le prix était une contrainte à la généralisation de l'accès au traitement. Alors effectivement, ça pose des questions. L'idée, c'est plus de nous éclairer sur les choix qui ont été faits, effectivement, face à un prix... les choix, comme je l'ai dit, c'est vraiment une question de curseur. Où est-ce qu'on place le curseur? C'est tout à fait. Ce travail, c'est le travail des épidémiologistes. C'est un travail que je ne maîtrise pas. Encore une fois, c'est une boîte noire. Et comme l'a dit l'autre intervenant, M. Chaffray, en vérité, on manque de données, on manque de statistiques pour fixer le curseur au bon endroit. Et donc là, oui, en effet, il se pourrait que le curseur actuel ne soit pas du tout au bon endroit et que c'est un coût humain assez important. Donc, merci. On va prendre deux questions et puis après, on va devoir arrêter. On est très en retard. Monsieur. Bonjour, excusez-moi, je ne vais pas du tout avoir votre langage. Je suis greffé du foie, c'est pour ça que je suis parmi vous. Je représente ce soir hépatite transhépatite, excusez-moi. Et bon, ma formation est tout à fait différente. Je suis philosophe de formation et je suis très inquiet parce que j'entends. D'un côté, excusez-moi, mais vous parlez de négociation, ça je comprends, mais je ne sais pas comment on négocie avec un foie malade. Il faudrait qu'on me donne les clés, les thèmes. Il y a aussi un mot qui me paraît très important et dont Pascal en a légèrement parlé tout à l'heure, c'est le terme de temps. Parce que le temps que vous négociez, la maladie, elle continue, elle ne s'arrête pas, elle ne se dit pas, bon, je vais attendre 5 minutes avant de passer de F2 à F3 ou F4. Ça, je crois que c'est très important à prendre en compte. Non ? Oui, on en a effectivement, merci, mais c'est ça. La variation de la temporalité. Tout à fait. C'est ce que disait Pascal tout à l'heure. Marianne, une dernière intervention. Après, on arrête parce que. Pour revenir pas sur le prix, mais sur le fait de traiter tard, je vois pas trop comment on aurait pu faire autrement si les hépatos étaient mis à traiter les F1, F0, F1 et pas les cirrhoses. Je crois qu'on aurait fait encore plus de bruit que ce qu'on a fait. C'est normal de traiter d'abord les plus malades et il y a une question de temps.
Hépato, ils bossent pas 24 heures sur 24 y compris les traiter, y compris les shooters qui ont eu 5 ou 6 traitements précédents. C'est normal de traiter les plus malades d'abord. Enfin, moi, je pense qu'on aurait été dans ce sens. À cause du prix. Mais t'arrives à l'échelon individuel. Moi, la semaine dernière, j'ai vu un patient, un couple. Le monsieur, il est en traitement, il est pré-cirrhotique. Sa femme, ils se sont contaminés ensemble dans leur jeune âge. Sa femme, elle est F1. Ils veulent se traiter ensemble. Mais je dis non, lui, on le traite et vous, on vous traite pas. Et elle me fout dans les dents. Et le couple est en tension. Elle me fout dans les dents. Alors vous le traitez parce qu'il a picolé, qu'il a bousillé son foie. On arrive à des absurdités, quoi. Alors, on pourrait imaginer d'autres modèles qu'on a fait dans la cancérologie, qui sont par exemple, on aurait pu... Parce que globalement, si on guérit 90% des gens là, il y en avait quand même 50% qui étaient guérissables à moindre coût, avec des traitements qu'on connaissait, qui n'étaient pas facilement supportables ou autres. Mais quand tu regardes en cancérologie, il y a des molécules très onéreuses qui arrivent en 3e ligne. C'est-à-dire, vous commencez par rouler en 2 chevaux, vous aurez la Ferrari plus tard. Vous ne montez pas tout de suite dans la Ferrari. On nous a bien redit hier que ce n'était pas le modèle qui avait été retenu, de par les effets secondaires, etc. On est dans la réflexion, les meilleures molécules pour tout le monde. Mais dans la santé, on a eu d'autres stratégies pour d'autres pathologies où on continue par les vieux médicaments, on guérit ceux qui sont guérissables avec les vieux médicaments, et si on ne les guérit pas, et si ça se complique, on les fait accéder à ce qu'il y a de mieux. C'est de la même façon, un F1 pourrait me dire, écoutez, vous me faites la greffe tout de suite, comme ça moi je serai tranquille. Non, on les fait qu'aux gens qui sont dans les formes les plus graves. On est bien d'accord. Donc le concept qu'on a historique, qui vient de la solidarité collective, qui est de dire, traiter les patients les plus graves qui ne peuvent pas attendre, mais c'est probablement les choses les plus difficiles à faire, c'est là où on casse le plus de patients. Mais en médecine, on sait bien que les patients les plus faciles à guérir, c'est ceux qui ne sont pas malades. Oui. Et pourtant, on continue de dire, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc je veux dire, on est dans tous ces paradoxes-là qui sont en train de se mélanger, et en plus on est malade et on a du mal à réfléchir, à prendre de la distance par rapport à ça. Mais je pense qu'on doit aller aux côtés des économistes, des sociétés qui vont discuter des prix, de l'industrie, pour réfléchir avec eux, même si c'est difficile, effectivement, d'avoir le temps et en tant que malade, d'avoir les clés pour comprendre tout ça. Oui, même si effectivement ça peut, je pense que c'est difficile pour des personnes qui sont notamment en attente de traitement. Mais c'est vrai que c'est des éclairages qui sont vraiment importants. Donc je voulais vraiment vous remercier, Monsieur Marquez. Et concrètement, je pense que les points qu'on a évoqués, ça viendra rapidement nourrir le travail que nous menons en inter-associatif sur la participation des usagers aux modalités de fixation du prix du médicament. Parce que là, c'est vrai qu'on touche une dimension beaucoup plus globale sur le système en général, la manière dont les choses sont organisées, les négociations avec les industriels, et aussi, comme on l'a dit plus précisément dans le cadre de l'hépatite, sur est-ce qu'effectivement il n'y a pas vous avez abordé ces points, des méthodes ou des alternatives comme un prix échelonné, un prix différencié qui pourraient éventuellement aussi être proposées. C'est des choses qui n'ont pas jusque-là été vraiment abordées dans le cadre des différentes mobilisations, notamment de l'an dernier concernant l'hépatite C. Donc merci beaucoup de ces éclairages.